Bonjour, nous sommes à Territorialis au congrès national du SNDGCT, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités. Nous sommes au Havre sur le stand de l'UGAP qui nous accueille. Nous allons parler achat responsable et Europe. Avec nous, trois intervenants qui nous font l'honneur et l'amitié d'être avec nous. Tout d'abord, Madame Patricia van der Leen, vous êtes secrétaire communal d'Ixelles en Belgique, l'équivalent de nos DGS français, et membre de l'UDIT. Monsieur Guillaume Malespine, vous êtes directeur audit et contrôle à l'UGAP. Et enfin, Monsieur Xavier Boisvert, vous êtes DGS de Mordel en Ille-et-Vilaine, membre du bureau national du syndicat. Merci à tous les trois d'être avec nous. Alors tout d'abord, Monsieur Xavier Boisvert, je me tourne tout d'abord vers vous. Le DGS en France, on le sait, il est à la croisée de la sphère politique et de la mise en œuvre concrète des politiques publiques. Alors la commande publique revêt un caractère stratégique, éminemment politique, et c'est d'autant plus vrai depuis la crise sanitaire, qu'elle revêt un vecteur majeur de développement des territoires. Alors en tant que DGS, quelle est votre vision précisément de l'achat, au regard en particulier peut-être des évolutions les plus récentes que l'on a appelées le verdissement de l'achat public? Merci. Alors effectivement, le DGS, il est à l'interface du politique de l'administration et il a dû apprendre à inclure finalement la notion de développement durable, de soutenabilité dans les achats que sa collectivité devait réaliser. Alors évidemment, moi j'ai envie de dire cette dimension-là, elle revêt pour moi deux caractères essentiels. Le premier, c'est d'être en capacité de maîtriser les processus, voilà, pour avoir une bonne visibilité de ce qui se passe. Et je pense que c'est essentiel dans la responsabilité, la notion de maîtrise. Et aussi de faire un travail en conscience, c'est-à-dire d'avoir conscience de l'impact que nos achats ont. Alors, concrètement, moi je ne vais pas vous faire un catalogue de tout ce qui existe en termes de process, de façon de porter l'achat plus responsable, plus vert. Voilà, on peut aborder les choses de différentes façons. En revanche, ce que j'ai envie de dire pour arriver à satisfaire à ces exigences de conscience et de maîtrise, c'est de parler de la nécessité de se préoccuper d'un peu plus que l'achat que l'on fait et d'aller plus loin dans la construction de l'offre qui va être faite. C'est-à-dire que dès la construction du marché, on arrive à se dire finalement quelles vont être les fournitures que les fournisseurs vont utiliser et quelles vont être les chaînes les logiques et les chaînes jusqu'à l'exécution de ce marché tel qu'il va être fait. Et donc moi je veux prendre un exemple par exemple en France qui est le label RFAR, donc Relation Fournisseur Achat Responsable, qui illustre bien la préoccupation de celui qui va chercher ce label dès son appel d'offres, dans la façon dont il va construire l'appel d'offres. Il va chercher finalement une conscience des fournisseurs dans la relation qu'ils ont eux-mêmes par rapport aux biens et aux fournitures qu'ils peuvent nous prodiguer en tant que donneurs d'ordre, acheteurs publics. Madame van der Leen, vue de Belgique, comment percevez-vous les impacts de la crise et ces enjeux de transition qu'on a commencé à évoquer avec Xavier Boisvert sur l'évolution finalement de l'achat? En fait, les acheteurs sont devenus un petit peu les moutons à cinq pattes. On attend d'eux qu'ils fassent des achats de manière sécurisée juridiquement, qu'ils le fassent dans un carcan budgétaire très strict. Vous avez parlé de la crise, c'est une réalité. On assume depuis quelques années des crises les unes après les autres. Le Covid, l'Ukraine, donc la crise énergétique et là maintenant, on a cette crise climatique qui s'impose à nous partout en Europe. Et on doit maintenant faire en sorte que ces acheteurs professionnels, qu'ils soient dans des centrales de marché ou au sein de nos communes, que ces acheteurs intègrent cette notion-là, c'est une notion de plus, une couche de lasagne en plus à devoir traiter. Et je lisais un blog français et une spécialiste en achat qui reprenait une citation d'Einstein qui disait « Il ne faut pas juger le poisson à sa faculté à grimper à l'arbre, sinon il se considérera idiot toute sa vie. » Il ne faudrait pas que l'acheteur soit dans cette situation de ne finalement pas pouvoir rencontrer
tout ce qu'on lui met comme contrainte maintenant. Et cette contrainte qui est extrêmement importante pour la survie de notre civilisation, elle est indispensable, mais on a maintenu ces contraintes budgétaires et juridiques. Ce sont des règles européennes qui sont extrêmement strictes et malheureusement qui font l'affaire des avocats qui, pour chaque achat, vont scruter si toutes les règles juridiques ont bien été respectées, sinon tout ça est contesté. Donc voilà, on doit maintenant arriver à cette transition, c'est la transition écologique, mais aussi la transition de fonctionnement dans l'achat pour intégrer ce carcan juridique est en train de se mettre en place. De plus en plus de marchés sont maintenant encadrés juridiquement au niveau de l'apport écologique qu'il va apporter. Mais n'oublions pas que le meilleur achat, c'est celui qu'on ne fait pas. Donc c'est celui-là qu'on doit remettre en cause à chaque fois, à chaque achat. Est-ce qu'on doit faire cet achat et finalement, si on ne doit pas le faire, qu'on ne le fasse pas. Alors vous êtes membre de l'UDIT, hein, ça nous place dans cette dimension européenne. Alors peut-être rappeler en quelques mots ce qu'est l'UDIT et surtout qu'est-ce que les membres de l'UDIT en attendent au niveau européen en matière d'achat responsable. Alors l'UDIT, c'est l'union des dirigeants territoriaux européens. Ce que j'aime beaucoup finalement, c'est le mot union dans cette appellation. Actuellement, l'UDIT est présidé par Stéphane Peintre, donc c'est une présidence française. Les membres ont eu l'occasion il y a quelques années de répondre à un questionnaire de priorisation, ce sur quoi les membres de l'UDIT souhaitaient travailler ensemble, et la question environnementale est revenue très régulièrement. L'été qu'on vient de vivre et l'été précédent et les étés qui vont se succéder ne font que confirmer que s'il n'y a pas une action commune en Europe, parce que les aléas climatiques, que ce soit la sécheresse, le manque d'eau, on en a parlé ce matin très longuement, affligent tous les pays maintenant européens ou quasi. Et il est indispensable que nous travaillions ensemble sur des achats plus responsables et sur des technologies qui nous permettraient de pouvoir dépasser ce cap difficile que l'on vit actuellement et qu'on se mette d'accord sur des labels qui soient imposés partout en Europe et qui soient imposés, malheureusement, on n'aime pas trop ça, mais qui soient imposés dans tous nos achats finalement. Xavier Boisvert, l'achat responsable, il est souvent, mais pas que, un achat local. Y a-t-il une dynamique chez vous, sur votre territoire, au niveau communal, intercommunal, régional peut-être? Il se passe des choses en Bretagne? Oui, alors effectivement, je viens de Bretagne. En Bretagne, on a très tôt eu un SPASER, donc un schéma de promotion des achats voilà, au niveau de la région qui a été communiqué. Et je pense qu'on peut rapidement passer sur finalement l'exigence d'une stratégie. Hein, Patricia disait, elle a raison, que c'est un challenge que tout le monde doit relever. Et tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire que dans un territoire comme la Bretagne, mais comme beaucoup de territoires aujourd'hui, on a eu très tôt la conscience de c'est tous ensemble qu'on y arrive à le faire ou pas. Et donc cette mobilisation du territoire, je parle de la Bretagne, mais il y a d'autres territoires qui l'ont fait autrement. Et notamment, je pense qu'il faut s'inspirer de ce qu'a fait La Réunion. Alors La Réunion, nos territoires ultramarins sont parfois très agiles parce qu'ils ont l'obligation, pour le coup, eux, en tant qu'île, de résoudre très rapidement la question des achats qui ne seraient pas locaux. Alors même qu'ils sont producteurs locaux de la solution peut-être idoine. Et donc ils ont fait carrément une stratégie du bon achat qui est une sorte de convention de l'ensemble des acteurs d'un territoire. Alors c'est porté en général par les EPCI, hein, donc les communautés de communes, les agglomérations, et Saint-Denis en particulier est particulièrement puissant là-dedans. Mais ils ont embarqué tout leur territoire et finalement c'est la rencontre des entreprises, des articulations, c'est-à-dire toutes les chambres consulaires, les assistants maîtrise d'ouvrage et évidemment les acheteurs publics, sur comment on peut se projeter dans un avenir commun où l'achat est mieux pensé, mieux construit, les offres
sont aussi mieux construites et mieux adaptées à ce dont a besoin finalement le territoire. Je rajouterai juste un dernier exemple sur ce sujet-là, plus breton, parce que vous m'interrogez sur mon territoire et vous avez raison, il faut partir comme de la base. Nous, il faut savoir qu'on a une problématique toute bête, des collectivités productrices de granit qui utilisent du granit pour leur bordure, qui vient de Chine. Alors c'est tout bête, ça a l'air comme ça un peu anecdotique, sauf que effectivement on coche toutes les cases d'une transition qui ne peut pas arriver, puisque finalement la quantité de gaz à effet de serre pour ramener ce granit pas cher chinois est totalement démesurée. C'est de la pierre, donc c'est de la pierre qu'on met sur des bateaux et qu'on ramène dans un pays où on a le granit qui est juste à portée de main. Et donc pour revoir tout ça, il y a tout un collectif d'entreprises qui étaient productrices de granit, qui ont milité, ça a été un relais politique, ils ont créé la notion d'indication géographique protégée, donc l'IGP Granit Breton, qui est la première IGP en fait en France et qui a été beaucoup à l'origine de ce type de démarche-là. Et pareil, on est dans des labels, alors à une échelle locale, nationale et pourquoi pas effectivement européenne, on en serait ravis, pour dire par rapport à une typologie de pierre, non pas l'endroit d'extraction, mais la typologie de pierre que l'on veut. Mais vous voyez, ça rejoint ce que je disais au début, c'est aussi la nécessité d'être conscient de jusqu'où on va dans la connaissance du marché. Et donc si on dit à une entreprise de bâtiment général, je veux un granit pas cher, il ira sans contrainte, il ira forcément chercher le granit pas cher de l'autre côté de la planète. Si on lui dit je veux un granit qui a telle norme, il sera obligé de dire ça vous coûtera plus cher. Effectivement, il faut qu'on prévoie ça. Donc vous voyez, c'est une stratégie de territoire où finalement il faut qu'on soit en cohérence, tous alignés sur le fait que c'est important ou pas d'économiser de l'émission de gaz à effet de serre. On a parlé du niveau local. Maintenant, à dimension européenne, pourrait-on dire qu'il y a un destin commun de chaque territoire qui compose cette dimension européenne? En bref, qu'est-ce qu'un achat responsable en Europe, ou que pourrait-il être? Alors moi, je suis aussi, avec Patricia, très fan de la démarche de l'Union des dirigeants territoriaux européens, parce que justement, on parle de ça. On ne parle pas que de ça, mais on parle de ça. Et on se dit finalement, qu'est-ce qui nous rapproche? C'est la directive européenne sur les achats publics. Ça, c'est très clair, ça nous rapproche parce qu'on a tous la même. Ce qui nous rapproche, c'est aussi des mêmes besoins. Finalement, on est tous dirigeants de collectivités dans une vision de l'autorité locale qui est décentralisée. Donc, il y a l'autonomie de son achat et de ses finances. Donc, à un moment donné, il y a cette responsabilité commune. Ça, c'est un destin totalement partagé, mais on est très différents. Donc la différence, c'est la déclinaison dans le droit de chaque pays, et puis c'est l'organisation culturelle et sociale et de l'économie qui est différente. Et il y a des exemples concrets de, effectivement, les règles sont quasiment les mêmes. Une entreprise qui a l'habitude de répondre à des marchés, elle va dans un autre pays. En fait, les règles juridiques autour de l'économie ne sont pas les mêmes. Il peut y avoir des difficultés d'implantation, de représentation, etc. Bon. Mais en même temps, moi, l'exemple que je voulais proposer comme édifiant, c'est celui d'une entreprise de ma commune. Là, pour le coup, on est vraiment dans du très local. On s'est dit on va lui mettre le pied à l'étrier en essayant de faire un marché qui lui est accessible. Donc c'était une entreprise qui faisait du mobilier pour plutôt des crèches, on va dire, de la petite enfance. Et on lui a dit pourquoi vous ne faites pas des aires de jeu, vous allez être capable. Ils nous ont dit oui, on va travailler ensemble, pourquoi pas, et imaginer que c'est possible pour nous. On a fait un cahier des charges, on a eu 4 ou 5 entreprises qui ont répondu, ils ont été les meilleurs parce qu'on a fait que du bois. Donc on cochait toutes les cases de la transition, youpi, c'est du super local, on leur a attribué le marché. Pas forcément les suivants parce qu'on avait mis des éléments techniques, mais peu importe. Mais surtout, en fait, derrière, ils étaient capables de répondre à des marchés, y compris en Europe. Donc ça commence à prendre. Et y compris, maintenant c'est plus l'Europe, mais à l'époque c'était encore l'Europe, en Angleterre. Et donc ils ont développé un marché qui était déjà préfabriqué un peu sur les mobiliers, on va dire pour la partie anglaise, mais qui s'est développé. Et donc c'est ce qu'on essaye nous de porter avec aussi le syndicat et l'UDIT, c'est de dire préparez votre territoire à pouvoir répondre à des appels d'offres. Ce sera vrai en local, ce sera vrai en moins local, et puis ce sera même vrai effectivement à l'échelle européenne, potentiellement. Il faut être pertinent en vrai. Madame van der Leen, Xavier évoque cet exemple à dimension européenne. Et selon vous, comment développer les achats transfrontaliers en Europe? Les achats responsables, pour le coup. Alors, la difficulté dans l'achat, si vous demandez à n'importe quel acheteur, c'est d'arriver à bien identifier le besoin. En fait, c'est cette étape-là, on parlait ce matin du diagnostic, peu importe ce qu'on fait, ce qu'on entreprend, la base, c'est d'arriver à identifier le besoin. Si on arrive à identifier un besoin, soit commun, transfrontalier par exemple, une métropole qui va... par exemple en partie sur la Belgique, il y a des achats qui peuvent se faire en commun.
il y a des besoins communs, on en a parlé, on est similaires et différents, mais on a des achats communs, des besoins communs. Et si on peut trouver en Europe, parce que voilà, moi je suis profondément européenne et à l'échelle mondiale, avec la Chine d'un côté, les États-Unis de l'autre, si nous ne nous organisons pas de manière suffisamment structurée et qu'on ne parvient pas à se mettre ensemble sur l'identification de nos besoins et qu'on ne trouve pas au sein des pays qui composent l'Europe la possibilité de rencontrer nos besoins en Europe, et ça va nécessiter des grands changements, puisque tout ce qui est électronique, on sait très bien que malheureusement on est très dépendant de l'Asie, on l'a vécu récemment, mais essayer de faire en sorte que la plupart de nos besoins puissent être rencontrés par de l'achat européen. Ça c'est la base. Évidemment le local, c'est extrêmement intéressant du point de vue économique et écologique pour tout le monde. Mais en tout cas, avoir cette démarche systématique de vérifier si la rencontre du besoin se fait au niveau européen. Et du coup, ça nécessite de pouvoir faciliter l'achat européen. Alors on sait qu'il y a des règles de TVA locale, etc. Donc toutes ces règles-là, ça s'impose à nous. Ce n'est pas insurmontable, mais on doit pouvoir faciliter l'achat entre pays européens au maximum. Guillaume Malespine, je me tourne à présent vers vous. Alors, l'UGAP, cette grande centrale d'achat, comment peut-elle agir sur le marché européen en matière d'achat responsable? Alors, la centrale d'achat, UGAP, comme l'avait dit, a un rôle un peu particulier par rapport aux deux autres témoignages. Et une centrale d'achat, il me paraît qu'elle est de nature à structurer le marché à travers l'agrégation de la demande. Et ça, c'est un peu une perspective nouvelle. Jusqu'à présent, c'était l'offre qui déterminait le marché, mais là, par l'agrégation de la demande, par la détermination des besoins des bénéficiaires, eh bien, la centrale d'achat est de nature à adresser le marché et à demander aux opérateurs économiques de construire une offre qui adresse ces différentes attentes en matière de développement durable. Et à l'UGAP, on a une offre qui a été conçue à cette fin, c'est l'offre dite Territoire de demain, qui adresse précisément plusieurs des enjeux en matière de développement durable, la transition environnementale, la mobilité durable, la performance énergétique des bâtiments, à travers une analyse très fine des données des territoires pour répondre à ces enjeux. Et donc là, je crois que le rôle des centrales d'achat est nouveau, il est de structurer le marché et de plus dépendre de l'offre, en considération des besoins des bénéficiaires et particulièrement des besoins qui nous préoccupent aujourd'hui. Alors en France notamment, on fait des enjeux de l'achat, des enjeux de souveraineté nationale. C'est encore une fois particulièrement vrai depuis la crise. Il y a des enjeux politiques et des enjeux de souveraineté très forts. Patricia l'avait évoqué tout à l'heure, mais en quoi l'Europe constitue-t-elle le cadre de l'achat public responsable? Patricia van der Leyen avait évoqué l'Europe dans cette dimension mondiale de blocs chinois, États-Unis et l'Europe, j'irai au milieu. En quoi l'Europe constitue-t-elle le cadre de l'achat public responsable? Alors, le développement durable, la transition écologique, elle n'a pas vraiment de frontières en réalité. Et elle adresse des enjeux communs à tous les États membres. Et c'est la raison pour laquelle c'est l'Europe qui fixe un peu le cap. Et cela s'est traduit ensuite dans la réglementation. La réglementation française, par exemple, la loi climat et résilience a introduit dans le code de la commande publique, dès les principes fondamentaux, une obligation pour la commande publique d'adresser les enjeux de développement durable dans sa dimension économique, sociale et environnementale. C'est la loi climat et résilience de 2021, comme chacun le sait. Mais à l'échelle européenne, on voit un changement, me semble-t-il, de paradigme qui, sur ces enjeux, demande aux acheteurs non plus d'être dans l'intention, mais d'être dans l'obligation. Et il y a des initiatives en ce sens de la DG Environnement qui est de dire lorsque vous prenez des engagements en matière de développement durable, eh bien, on va aller vérifier si ces engagements sont tenus. On est vraiment ici non plus dans l'intention, dans l'initiative spontanée, mais dans l'obligation
qui serait, le cas échéant, sanctionné avec des contrôles a priori. Et c'est évidemment un impératif qui s'impose à l'acheteur public à l'avenir. Eh bien, merci Guillaume Malespine, merci à tous les trois pour ces commentaires, ces analyses. Nul doute que les débats seront à prolonger dans les jours, les semaines, les mois à venir. Merci.